Alors bienvenue dans cette nouvelle séquence de 10 minutes max pour parler d'un sujet en lien avec l'Antéor et le RIFAP. Aujourd'hui on va voir le sujet de la validation d'un RIFAP, donc comment estimer qu'un stagiaire peut être validé et sur quels critères on se base pour réaliser la validation d'un RIFAP. Alors, mon objectif aujourd'hui, ça va être que vous compreniez la méthode de validation d'un RIFAP. Comment évaluer un RIFAP? En fait, déjà, je pense qu'il faut rappeler que le RIFAP est une formation qui se base sur le principe de la formation en continu. Donc, il n'y a pas d'examen proprement dit pour le RIFAP. Il n'y a pas d'épreuve. Où est-ce qu'on peut mettre en place l'évaluation et comment on la met en place tout au long de la formation? D'abord, on regardera l'attitude globale du stagiaire tout au long de la formation, son comportement global dans la formation. On aura un œil attentif lors des ateliers d'apprentissage pour vérifier que l'ensemble des gestes sont bien acquis et sont bien réalisés. Et ensuite, on aura aussi une attention particulière lors de la réalisation des cas concrets pour voir que les gestes sont compris, assimilés et bien exécutés. Alors après, il faut prendre en compte un contexte particulier avec le RIFAP par rapport à éventuellement en comparaison avec d'autres formations de secourisme. Un RIFAP, c'est en gros 1 à 2 journées de formation suivant les organismes de formation, suivant comment est mis en place cette formation. Donc si on compare ça avec le premier niveau de secours en équipe, le PSE1, qui est environ une formation de 35 heures de formation. Donc on a d'un côté quelque chose qui va attendre vers les 14 heures de formation avec le RIFAP et d'un autre côté quelque chose qui est autour de 35 heures. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut attendre les mêmes critères de validation pour ceux qui font du secourisme dans le cadre de secours en équipe? Pour moi, ma réponse elle est forcément non, parce que on a des durées de formation qui ne sont pas les mêmes, on a des secouristes et la finalité n'est pas les mêmes, on ne forme pas des professionnels du secours dans le RIFAP, on forme des gens qui sont capables d'intervenir, qui sont capables de porter assistance, de mettre en œuvre les principaux gestes dans le cadre de la plongée, et donc on n'est pas dans le cadre d'un secours en équipe, de poste de secours type MNS ou ce genre de choses. Donc forcément, les critères peuvent être un peu différents et on peut être un peu plus indulgent sur la validation puisqu'on ne va pas être en face de professionnels des secours. Ensuite, il faut prendre un autre critère en considération, c'est le fait que sans formation continue, sans mise à jour des acquis de la formation qu'on va leur faire, il faut savoir qu'une grosse partie de ce qu'on aura enseigné sera oublié dans les 2 ou 3 ans. Donc en fait, ils doivent ressortir avec les éléments clés. Et forcément, il ne faut pas trop les encombrer de détails parce que de toute façon, dans 2 ou 3 ans, ils ne retiendront pas grand-chose. Alors, il y aura certainement des formations continues, mais comme ces formations continues sont sur la base du volontariat, autant qu'ils ressortent de notre formation avec les idées bien claires sur les points clés à retenir. Qu'est-ce que dit notre manuel de formation technique par rapport à la validation du RIFAP et les critères de réalisation? Alors, on peut se centrer sur plusieurs grandes thématiques et plusieurs grandes parties à regarder. La première chose, c'est la prise en charge de la victime, notamment dans l'eau, la récupération, le fait de la ramener jusqu'au bateau, etc. Donc ça, il faut forcément que notre personne soit efficace dans ce cadre-là. Ensuite, il y a toute la partie mise en sécurité qui est demandée dans le MFT. Donc là, c'est pareil, il faut une certaine efficacité et il faut que la personne arrive à mettre des collègues en sécurité, alors qu'elle se fasse aider, qu'elle se fasse coordonner. Un RIFAP, ça n'agit pas seul, donc si on a une personne qui fait 30 kg ou 40 kg et qu'elle est forcément face à une personne qui en fait 110, c'est pas aberrant de voir 2 personnes pour la sortir de l'eau, enfin, elle peut se faire aider. Également la recherche des éléments de surveillance de la palanquée, donc ça c'est attendu, c'est-à-dire le caractère à prendre en compte le ou les palanqués qui pourraient présenter des problèmes, et c'est pas parce qu'il y a une victime qu'on ne doit pas prendre en compte le reste de la palanquée, on ne sait jamais. Ensuite, il y a tout l'aspect coordination, donc il va falloir vérifier que la personne s'insère bien dans une coordination globale de l'action de secours et arrive à trouver sa place à l'intérieur de cette action de secours. Et éventuellement, pourquoi pas être le coordinateur de l'action de secours. Par exemple, dans le cadre d'un futur DP, ça peut être intéressant de regarder cette partie-là.
Ensuite, bien sûr, il y aura les critères de réalisation sur les gestes. Il faudra que les gestes soient corrects, que les conduites à tenir soient adaptées aux situations proposées. Et en fait, il faudra bien sûr insister sur le fait que l'alerte doit forcément être bonne. S'il y a au moins une chose qui doit être bonne dans une formation RIFAP, c'est que les gens sachent passer une alerte de manière à prévenir les secours et que l'alerte soit correcte. Voilà, donc en complément, qu'est-ce qu'on peut rajouter au MFT? Moi, les points d'attention que j'ai quand je valide un RIFAP, moi j'apporte une attention particulière à la maîtrise des gestes, notamment dans la partie exécution de la partie secourisme. Pour moi, les gens doivent ressortir des phases d'apprentissage et des phases de cas concrets avec des gestes corrects, conformes au MFT, conformes aux recommandations du ministère de l'Intérieur et conformes aux recommandations de notre commission médicale. Donc pour moi, quelqu'un qui sort d'une formation RIFAP ressort avec des gestes corrects. Ensuite, sur les cas concrets, moi je porte une attention particulière au fait que l'erreur est permise dans le cas concret, bien sûr qu'ils vont commettre des erreurs. Par contre, en sortant d'un cas concret, ils doivent avoir parfaitement compris les erreurs qu'ils ont commises, de manière à ne pas les reproduire. Et souvent, on repropose des cas concrets qui sont proches des situations où il y a eu des échecs, de manière à vérifier que ça a été assimilé et que le comportement est bon. Ensuite, je regarde le comportement global durant la formation et je regarde aussi le fait que les gens arrivent à se coordonner entre eux, arrivent à communiquer entre eux, parce qu'en fait, c'est ça qui va être primordial lors d'un accident de plongée également, cette bonne coordination. Donc je regarde ça et je regarde que globalement, dans l'action de secours, quand elle est composée de plusieurs personnes, également, l'ensemble des points clés soit maîtrisé. Et voilà. Alors après, on ne va pas forcément aller dans le détail de chacun des éléments du secours, mais globalement, l'action de secours doit être juste et maîtrisée. En général, qu'est-ce qui ferait que je ne validerais pas un RIFAP? C'est vraiment très exceptionnel parce que globalement, je ne validerais pas un RIFAP sur une personne qui refuserait par exemple de faire les gestes. Ça peut arriver de temps en temps, les gens qui disent oh ben non, moi ça je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire tel geste. C'est assez rare, hein, si on leur explique et qu'on les prend, on va dire du bon côté en leur expliquant le rôle de ce qu'ils ont à faire. Éventuellement quelqu'un qui refuserait de faire les gestes, ou quelqu'un qui ne participerait pas à la totalité de la formation. Donc pour moi, les gens doivent rester du début à la fin. Et ensuite, derrière, autre critère de non-validation, ça serait un comportement vraiment très dangereux pour la victime, dangereux pour la situation de secours, ou dangereux dans ses gestes, dangereux dans son comportement. Donc ça, c'est assez rare aussi également. Normalement, les gens, s'ils sont bien câblés, ils comprennent et il n'y a pas de problème. Donc voilà. En fait, une non-validation, elle serait souvent le résultat d'un mauvais enseignement ou le fait que finalement on ait prévu un temps de formation trop court qui ne permettrait pas aux gens d'assimiler la totalité des choses qu'ils ont à apprendre. Donc voilà, si on a ces facteurs-là, qu'on a une bonne pédagogie et qu'on a un temps de formation adapté à nos élèves, en général, le RIFAP ne pose pas de problème et les gens ressortent validés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les critères d'évaluation pour un RIFAP. N'hésitez pas à faire le quiz associé, regardez les autres vidéos sur les techniques pédagogiques au niveau du RIFAP. Et en attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes formations.